Je vais commencer par un aveu. J'ai mis les pieds, avant cet épisode, une fois dans ma vie à la bibliothèque de la Sorbonne pour les quelques heures, 6 heures, mais je crois même 7 heures, que demandait le grand oral de l'agrégation de philosophie. Et depuis, je n'y étais jamais revenu avant ce printemps. Donc, c'est tout à fait une première. Je vous rassure, ça n'est pas du tout aversion pour les bibliothèques, parce que j'en ai beaucoup fréquenté. En particulier, j'ai fréquenté assidûment la Bibliothèque nationale. J'ai dû prendre ma carte en 1954, l'année de ma maîtrise, non pas de ma maîtrise, de mon diplôme, c'était cela qu'on disait alors, d'études supérieures, et je l'ai constamment renouvelé depuis. Et j'ai contracté une telle nostalgie de la lumière d'aquarium et des lampes vertes de la salle Labrouste que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui quand il me faut, ce que je fais en cas d'urgence absolue, quand il me faut fréquenter le bunker de la bibliothèque François Mitterrand. Mais j'ai aussi, au gré de mes curiosités, fréquenté beaucoup d'autres bibliothèques. J'aime toujours l'Arsenal, ça c'est toujours la BN d'ailleurs, j'aime toujours l'Arsenal pour sa petite salle pour un péfiou, pour son entre-soi, et puis aussi pour la prestesse efficace avec laquelle on vous apporte les livres désirés. J'ai fréquenté aussi la bibliothèque historique de la ville de Paris pour la beauté du lieu et pour la beauté du quartier, et je fréquente alors cette fois de façon très régulière la bibliothèque de la rue d'Ulm, en dépit de l'abracadabra de ses cotes et de la difficulté de consulter les livres au ras du plancher, sur les rayonnages au ras du plancher, dont on a beaucoup de mal à se relever. Il est vrai que le lieu est plein de jouvenceaux courtois qui vous relèvent avec une compassion attentive. Mais surtout, les inconvénients de la rue d'Ulm sont payés au centuple par le bonheur de l'emprunt. On n'a pas, quand l'heure de la fermeture sonne, à quitter le livre avec lequel on se sent bien. On peut rentrer chez soi avec le livre, on peut les mêler, ces livres, à ses propres livres, ce qui souvent d'ailleurs donne la panique de les avoir égarés, ce qui m'est arrivé très souvent. On peut les lire allongés sur son lit, bref, on peut avoir avec les livres une intimité familière qu'on n'a pas forcément dans les bibliothèques. Et parmi toutes ces bibliothèques, je garde aussi le souvenir ébloui de la Firestone Library de l'université de Princeton, où en une seule soirée, j'ai pu consulter la collection complète des bulletins de la Société archéologique du Finistère, que la nationale me délivrait parcimonieusement, fascicule par fascicule. Et j'ajoute, en hommage au lieu vénérable où nous nous tenons, que j'ai quand même beaucoup fréquenté une bibliothèque ici même, la bibliothèque de philosophie, en haut de l'escalier C, je ne sais plus si elle y est encore, et qui est alors celle-là un haut lieu de ma jeunesse. C'était un lieu sur lequel régnait un bibliothécaire haut en couleur, un communiste catalan, personnage débonnaire, providence des éclopés du cœur ou du porte-monnaie, et qui avait eu fait ce miracle d'inventer sur les quelques mètres carrés de cette bibliothèque une sorte de campus libéral et joyeux. Et il arrivait, en poussant la porte de cet endroit, d'entendre le maître des lieux, qui était orgueilleux de sa belle voix, entonner un refrain réconfortant, par exemple, que l'amour est un enfant du midi, il a vu le jour dans la Provence, les poètes ont fixé son nid quelque part au bord de la Durance, disait-il, et il avait mille manières de prodiguer
le réconfort, par exemple, de vous souffler à l'oreille que votre oral de morale et sociologie s'était bien passé. Ce qui voulait dire qu'un des assistants, Guillemin ou Guillermite, était passé par là, que Romeu, c'était son nom, s'était discrètement renseigné. Bref, un personnage merveilleux et un nom presque talisman qui est le nom qui fédère immédiatement tous ceux qui ont fait des études de philosophie dans ces lointaines années 1950 ou 1960. Quand je rencontre Élisabeth de Fontenay, par exemple, il me suffit de dire le nom de Romeu pour que s'établisse immédiatement entre nous une sorte de connivence juvénile. C'est donc ici une première à laquelle m'avait convié Sylvie Gutbaron. Si j'avais bien compris la consigne, j'étais pas très sûre. Il s'agissait, après que des fées bienveillantes vous aient déroulé la liste des trésors de la bibliothèque et en vous épargnant la promenade, épuisante sûrement au long des rayons, il s'agissait d'extraire de cette richesse une perle rare, une pépite, jusque-là ignorée et qu'il fallait remettre au jeu. Alors je mesure aujourd'hui, en lisant en particulier l'élégant petit livre qui a réuni les témoignages de mes prédécesseurs, je mesure aujourd'hui que je n'ai pas été la seule à interpréter la consigne comme la recherche d'une trouvaille. Et certains ont eu en effet la chance de la découvrir. Arlette Farge a tiré de cette énumération un petit ouvrage clandestin sous un nom très étrange, l'orbilianisme, et elle nous refait découvrir un pédagogue de l'Antiquité, un certain Orbilius, qui est auteur d'un texte sur les châtiments à appliquer ou à réserver, je ne sais pas comment il faut dire, aux enfants, un texte qui est repris avec bonheur, gourmandise presque, par les jésuites du XVIIIe siècle et qui est à l'origine d'un fait divers, le meurtre d'un bourreau fouetteur par l'écolier qui en a été la victime. Donc il s'agit d'un petit pamphlet dénonciateur, cruel et trouble à la fois. Oui, Arlette avait bien écouté la consigne et elle avait fait la découverte. Et je crois qu'on peut le dire aussi de Marianne Alphand, dont le très beau texte raconte l'attente du caillou divinatoire, dit-elle, de l'opale bleuté au fond de l'urne funéraire, donc quelque chose qui est à la fois très rare et très enfoui. Pourtant, après avoir écrit ces pages fascinantes sur le choc de l'inattendu, Marianne Alphand nous explique qu'elle a fini par fixer son choix sur un auteur qu'elle pratiquait de longue date, Rétif de la Bretonne, et sur une histoire qu'elle aimait déjà, celle du promeneur de l'île Saint-Louis qui, avec une clé, grave sur les parapets un message énigmatique. Preuve, ce qui m'a réconforté plus tard, vous allez voir, preuve que ce qui fait signe pour nous dans les bibliothèques, ça n'est pas forcément l'absolument nouveau, mais c'est ce qui rejoint un intérêt ancien, de telle sorte, comme le dit aussi très pertinemment Marianne Alphand, que quelque chose se mette à faire tilt, comme quand on passe sous un portique de détection. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans l'aventure où Sylvie Gutbaron m'a entraîné, transformée bientôt, comme vous allez le voir, en mésaventure. Dans la liste qui m'a été soumise, le portique tout d'un coup s'est mis à sonner. La mention de l'existence dans les manuscrits de la bibliothèque de lettres de Xavier Léon. Or, Xavier Léon, ce nom, j'en ai peur, évoque peu d'écho dans la conscience de nos contemporains, mais
Et moi, j'en savais moi-même assez peu sur le personnage, mais je savais qu'il avait été le directeur de la revue de métaphysique et de morale, Vénérable, et qu'il faisait partie de la brochette de philosophes que Paul Nizan épingle dans un pamphlet de l'entre-deux-guerres, pamphlet qu'il intitule « Les chiens de garde ». Et du pamphlet de Nizan, j'avais gardé le souvenir d'une férocité allègre. C'est un ouvrage qui autrefois m'avait plu, et pour cette occasion, je l'ai relu. Manière d'ailleurs d'illustrer quelque chose de vertigineux dans les bibliothèques, qui nous invite sans doute à lire ce que nous n'avons pas lu, mais ce qui nous invite aussi à relire ce que nous avons lu. J'en suis sorti un peu déçu de la relecture du pamphlet, parce que certes, Nizan avait capté une des ambitions de la revue de métaphysique et de morale, qui était de restaurer la philosophie dans sa grandeur et dans sa dignité, dans sa vocation éternelle d'éveil des esprits et de fréquentation des grands textes classiques. Une exigence élitiste, par conséquent, que Nizan confrontait avec les réalités cruelles du monde, avec la guerre, avec le colonialisme, avec la tuberculose, avec le chômage, avec le suicide, et que sais-je. Et c'était, pour conclure sans surprise, que face à la misère du monde, les discours spiritualistes, éthérés, élitistes, ne font pas le poids. Un discours qui nous est aujourd'hui assez familier, puisque nous venons de l'entendre pendant 6 mois sur tous les ronds-points. Le propos de Nizan était donc de montrer que ces philosophes arrivés au moment où il écrit, c'est-à-dire dans les années 30, que ces philosophes arrivés avaient pour fonction essentielle d'être des chiens de garde. Chiens de garde de quoi? De la bourgeoisie. Chiens de garde dont l'objectif était à la fois de justifier leurs privilèges propres, mais aussi de faire tenir en même temps le peuple tranquille, de laisser les choses dans l'ordre bourgeois. Ces chiens de garde, par conséquent, réunissaient Xavier Léon, le directeur de la revue de métaphysique et de morale, son ami Elia Lévy, quelques autres, Bouglet et surtout Léon Brunswick, qui est la cible principale, je dois dire, du pamphlet de Nizan. Bref, tous ces gens figuraient dans ce pamphlet comme une photographie sépia qui aurait pu être prise dans un banquet cossu du Troisième Âge. Premier titre. Mais j'avais un autre souvenir en tête, un deuxième titre. C'est que j'avais le souvenir d'une poignée de lettres tout à fait charmantes, échangées entre Elia Lévy et Xavier Léon, au moment où, 40 ans avant la charge de Paul Nizan, ils avaient été séduits, emportés par l'idée d'avoir une revue à eux. Et l'idée leur vient, elle vient d'ailleurs à Xavier Léon lui-même, au cours d'une promenade au bois de Boulogne, loisir de jeunes bourgeois, que Paul Nizan épingle évidemment avec sarcasme. Et Nizan raconte en effet cette création au bois de Boulogne par un dimanche ensoleillé. Mais avec les lettres des jeunes gens, les noms de Paul Nizan, qui évoquent de vieilles barbes sorbonnardes, deviennent les lettres de 2 jeunes conjurés qui ont 22 ans, qui n'ont pas encore fini leur cursus universitaire et qui ont, pour la revue dont ils rêvent, des yeux absolument adorants. Ils en parlent comme d'une personne séduisante, comme d'une jeune beauté. Bref, ces 2 jeunes gens sont en proie à ce qu'on pourrait appeler une sorte de puberté littéraire ou philosophique, et le ton de ferveur, d'emportement, de fièvre avec lequel ils écrivent m'avait frappé.
m'avait frappé dans le peu de lettres que j'avais lues, et surtout, évidemment, quand on songe à l'extrême jeunesse de ces auteurs qui, encore une fois, n'ont pas achevé leurs études et dont on est quand même frappé par l'audace extraordinaire et aussi parfois l'impertinence. Et voilà qui faisait doublement sonner le portique. D'un côté, une institution rangée, vénérable, réactionnaire selon Nizan, dangereuse de surcroît, dénoncée par les jeunes gens impertinents des années 30, Nizan et son ami Sartre, qui est à l'unisson avec lui. Et de l'autre côté, les jeunes gens des années 1890, tout aussi impertinents, mais qui, eux, tout à l'opposé, voient la belle dont ils sont épris comme progressiste, dérangeante, révolutionnaire, brillante en tout cas de jeunesse. Et c'est ce contraste qui, pour moi, faisait sonner le portique, et j'ai donc dit en écoutant, oui, ça m'intéresse. Et c'est donc avec ces deux noms en tête, Xavier Léon, Élie Halévy, que je suis passé à l'épreuve de vérité, non sans avoir beaucoup traîné dans l'affairement d'un livre à finir, et en négligeant, je dois le dire, de m'informer plus avant. Et c'est muni d'un bout de papier et d'une cote que je suis venu consulter ce que je croyais être une modeste liasse de lettres. Et ceux d'entre vous qui connaissent bien mieux que moi le fond Victor Cousin ont déjà mesuré ma forfanterie et mon ignorance et savent à quelle découverte j'étais promise ce premier après-midi dans un certain ahurissement en découvrant que la pépite que je cherchais était un véritable océan. 16 cartons de correspondance, chacun des cartons divisé en 2 ou 3 volumes énormes. Donc, circonstance aggravante à cette chose, c'est que l'écriture, Élie Halévy a une écriture tout à fait lisible, mais Xavier Léon a une écriture de pâte de mouche, passablement décolorée, qui nécessite impérieusement la loupe, pour mes yeux malades en particulier, et qui évidemment assassine immédiatement la perspective d'une lecture fluide. Ça ne peut être qu'une lecture fragmentaire. Inconvénient matériel, auquel s'ajoute un inconvénient intellectuel, c'est que sur cet océan que je découvre, beaucoup de gens ont déjà navigué. Et je découvre ce que j'aurais dû savoir, parce que ce sont des noms que je connais, et parfois des personnes même que je connais. Il y a déjà eu autour de cette création et de sa continuité au cours des années, une abondante littérature, et en particulier une littérature des philosophes de l'idée républicaine. Donc, comme toutes les mésaventures de la vie, celle-ci était le fruit de la précipitation d'une part et de l'ignorance d'autre part, mais il était trop tard pour changer quelque chose au projet. Et donc, j'ai persévéré. Dans la mésaventure que je viens de vous raconter, il y a quand même quelque chose de consolant, parce qu'en y travaillant, j'ai découvert autre chose encore, c'est que sur des terres de longue date labourées, tout lecteur a un regard neuf. Et que j'ai lu, non pas ces lettres, une part de ces lettres, avec la conscience des usages que ce fonds peut encore avoir pour quantité de curiosité historienne. Et au-delà de cela, j'ai retrouvé aussi ce qui m'avait le plus personnellement intéressé et même touché, c'est l'éveil d'une passion intellectuelle assez puissante pour qu'on y consacre sa vie tout entière, et pour qu'elle dure, parce que alors que ces jeunes gens, tout feu tout flamme, vieillissent et se transforment au cours des années, ils n'en restent pas moins fidèles jusqu'au bout au surgissement de cette vocation. Bref, l'aventure dans laquelle j'étais entré était de comprendre la foudre, mais plus rare encore, évidemment, la fidélité à la foudre. Ce qui explique
cette fidélité, ce sur quoi j'écrirais volontiers encore s'il me restait des forces et aussi des yeux. Je commence par le moins personnel, les usages à faire de cette correspondance pour nourrir les curiosités historiennes. On peut penser, il y a beaucoup d'exemples, mais j'en retiendrai deux. On peut par exemple penser à l'affaire Dreyfus, car au début de l'affaire, dans ce milieu, qui est un milieu de famille juive tout à fait assimilé, auquel tous lieux appartiennent, mais deux héros appartiennent, on est au départ assez indifférent à l'affaire. On peine à penser que Dreyfus puisse être innocent, et il arrive même, comme c'est le cas pour Xavier Léon, qu'on parle du misérable Dreyfus. Et on peut y lire la peur d'une certaine fraction de la bourgeoisie juive, soucieuse avant tout de ne pas entretenir l'antisémitisme que cette fraction de la bourgeoisie juge toujours latent dans la société française. Donc au départ, grande incertitude. Et puis tout change. À l'automne 1897, c'est la date à laquelle le vieux sénateur alsacien Scherer-Kestner, homme respecté, se décide, puisqu'on parle de pièces secrètes qui seraient accablantes pour Dreyfus, à demander au ministre de la Guerre de les produire. Dès lors, Élie Halévy a compris ce qui était en jeu. Il s'emploie à convaincre ses copains, longtemps hésitants, comme Bouglé et Brunswick. Il convainc très vite, en revanche, Xavier Léon, qui écrit cette phrase dès le mois de février 1899. Xavier Léon écrit « Combien de temps et d'efforts faudra-t-il pour réapprendre aux Français que la justice existe et que leur gloire aux yeux du monde a précisément été de représenter la justice ». J'ai beaucoup pensé à cette phrase récemment en écoutant Éric Zemmour dire qu'entre les intérêts de la patrie et la justice, il n'hésitait pas une seconde et qu'il préférait les intérêts de sa patrie au droit et à la justice. Et en l'écoutant, je me suis dit qu'il était en train de prononcer la phrase la plus anti-française qui soit. Puisque la gloire de la France, aux yeux des nations, ce que dit d'ailleurs Xavier Léon, c'est d'avoir pris le risque d'un déchirement du pays pour ne pas laisser un innocent pourrir à l'île du diable, et donc pour la préférence absolue donnée à la justice. Mais ça, c'est une digression, vous me la pardonnez. Donc, à partir de cette découverte de l'innocence de Dreyfus, les deux hommes partagent la même surexcitation intellectuelle qui ne les quitte plus, les mêmes doutes, parce que comme ce sont des esprits honnêtes, ils se demandent si en tant que juifs, ils ne seraient pas victimes d'une illusion de caste eux-mêmes. Même doute donc, et aussi même sursaut de réconfort ou d'enthousiasme quand entrent dans l'affaire des gens comme Clémenceau, comme Zola, comme Jaurès. Donc ce sont des échanges absolument passionnants, quasi au jour le jour, qu'échangent, disons, tous les membres de la nébuleuse dreyfusarde. Mais ce qui, pour moi, dans cette recherche était le plus intéressant, c'est qu'au milieu de ces batailles fiévreuses, la préoccupation de la dame de leur pensée, la revue métaphysique et morale, ne les quitte jamais. Comme cette dame de leur pensée est encore toute jeune, 5 ans, ils sont très prudents. Ils savent qu'ils auraient, que la revue risque beaucoup à prendre parti, et donc, dans un premier temps, ils essaient de se persuader qu'en défendant les idées éternelles et en fréquentant les grands textes de la philosophie classique, en réalité, ils travaillent pour la révision du procès. Bon, c'est un argument qui est quand même assez faible, et ils finissent par en reconnaître la faiblesse et par engager la revue dans cette affaire en chargeant
vous verrez, c'est un personnage auquel je vais revenir, leur vieux professeur de philosophie du lycée Condorcet, Alphonse Darlu, de rédiger pour la revue et pour eux, à leur place, ils sont encore très jeunes, le manifeste. Et ce qui amène cette revue de métaphysique et de morale à s'engager, c'est un article célèbre de Brunetière dans la revue des Deux Mondes, où Brunetière dénie aux intellectuels toute légitimité à intervenir dans l'action civique. Brunetière décrivait Zola comme, l'action de Zola comme aussi déplacée qu'un colonel de gendarmerie auquel on demanderait de se prononcer sur les origines du romantisme. Et donc, pour répondre à Brunetière, le professeur de philosophie de Condorcet est convoqué et il présente l'engagement de la revue comme en cohérence parfaite avec le projet des deux jeunes gens au départ, et au fond à la manière d'une identification. Il y a une équivalence au fond absolue qui est décrite par Darlu entre un projet intellectuel, une amitié entre deux jeunes gens, une foi mise dans la liberté de l'esprit. Et ce qui est très remarquable, c'est que les deux amis souscrivent à cette identification, la valise, si on veut. L'un d'eux, Xavier Léon, par exemple, vante à l'autre, Elia Lévy, la performance remarquable de Laborie, l'avocat de la défense, le défenseur de Dreyfus. Il lui dit, tu as vu comme Laborie était formidable. Et l'autre lui répond, il est ce que toi et moi serions dans les mêmes circonstances. Il représente la force de la vérité dans le tumulte des passions. Donc, il y a une identification complète là, entre la revue qu'il crée, la philosophie qu'il professe, leur amitié de jeunesse, le projet du Bois de Boulogne, tout ça représente une sorte de cohérence absolue. Donc, mon premier exemple, c'est ça, c'est l'usage qu'on pourrait faire de cette correspondance, et il y aurait beaucoup à dire, beaucoup plus que je ne le dis là, pour la faire plus. Deuxième exemple, quand éclate la Seconde Guerre mondiale, c'est encore dans la correspondance qu'ils échangent continuellement que l'historien peut trouver de quoi éclairer les pensées et les émotions du milieu intellectuel. Dans la petite bande qu'ils forment, aucun n'est mobilisable. Aucun n'est mobilisable, mais leur ami, Alain, a voulu s'engager comme artilleur, à la fois par détestation de la guerre, où il voit une menace, non sans raison, une menace pour la démocratie, et aussi pour donner à cette détestation de la guerre son poids moral. Le seul poids moral qu'on puisse apporter à cette dénonciation de la guerre, c'est d'y aller. C'est de la faire comme tout un chacun, comme le français lambda. Donc Alain s'engage comme artilleur. Quant aux deux autres, Lévy et Léon, ils ne vont pas tout à fait jusque-là, mais eux aussi veulent être utiles et prendre leur part des souffrances, donc ils s'engagent comme infirmiers. L'un, Elia Lévy en Touraine, puis à Albertville, et Xavier Léon en Provence. Et il y a entre deux une correspondance tout à fait passionnante qui est émaillée des assurances qu'ils se donnent l'un à l'autre. Mon cher Élie, je vois exactement les choses comme toi. Mon cher Xavier, tes lettres reflètent toute la vie sociale du pays. Ma philosophie de la guerre est la tienne. Quelle était donc cette philosophie? Je l'ai dit, ils détestent la guerre autant que leur ami Alain, comme Alain aussi déteste le patriotisme vantard, cancanier de l'arrière, qui est à la fois agressif et conformiste. Mais les deux amis voient la guerre comme le dénouement inévitable du conflit entre les nations, et donc ils partagent un pessimisme identique, à la fois sur la durée de cette guerre et aussi sur ce qui en suivra. La durée parce qu'après la stabilisation du front
et la bataille de la Marne, plus rien ne bouge. Plus rien ne bouge et la décision militaire est indéfiniment reculée. Et donc, aucun d'eux ne croit à une paix de compromis. Il faudra un vainqueur, il faudra un vaincu. Aucune paix de compromis n'est possible lorsque les sacrifices ont été si lourds et lorsque la dette a été si sanglante de part et d'autre. Donc il y a une sorte de recul devant la guerre et en même temps de lucidité. Elle ne peut pas se terminer par un compromis. Il faudra que l'un des deux triomphe. C'est pourquoi ils sont très pessimistes sur la durée. Eux ne mesurent ni en semaines comme les Français au début de la guerre, ni même en mois, mais ils mesurent le conflit en années. Et par ailleurs, la paix à leurs yeux ne peut être qu'une trêve. Leurs échanges nous paraissent aujourd'hui prémonitoires parce que derrière l'épouvantable massacre, ils voient le massacre à venir. Donc ce qui est très intéressant, c'est le caractère de leur patriotisme. Patriotes, ils le sont, à l'évidence, ce sont des fils de 89, des fils de la Révolution française. Mais ils restent conscients qu'il y a dans tout patriotisme une idée presque religieuse, et qu'il peut arriver au patriotisme d'être aussi tyrannique qu'une église. Donc, ils sont à la fois, enfin, ils sont très prudents, enfin, oui, ils pensent que le patriotisme est quelque chose à manier avec prudence, et ils aperçoivent aussi dans l'avenir, et en cela ils sont tout à fait incroyablement lucides, ce qu'il peut en coûter d'avoir humilié le peuple allemand. Dans quel chemin tout à fait suspect peut l'orgueil allemand peut entraîner les Allemands eux-mêmes et ce qui peut en arriver. Et par ailleurs, l'intérêt de la correspondance est encore une fois, chaque fois on est ramené à la revue de métaphysique et de morale, c'est qu'au centre des angoisses que leur donne la guerre, il y a l'avenir de la revue. La revue a cessé de paraître, bien entendu, au début du conflit, et dès décembre 1914, on voit les deux amis commencer à penser au texte, au manifeste qui accompagnera la publication de la revue. Et ce texte manifeste, ils font comme ils ont fait toujours, c'est Xavier Léon qui écrit le premier jet, il l'envoie à Elia Lévy, qui le corrige, qui l'allège, qui le réécrit parfois. Le texte repart chez Xavier Léon et ensemble, ils décident de l'inflexion qu'il faut désormais donner à la revue de métaphysique et de morale en guerre. Et là encore, c'est toujours leur leitmotiv, faire attention avec les sujets d'actualité, revenir aux vérités éternelles et aux grands textes de la philosophie, mais aussi, et ceci par rapport à l'époque est remarquable, il va falloir renouer très vite, et quelles que puissent être les criailleries, les relations avec les germanistes. Et on voit ces deux hommes, qui sont encore deux garçons d'une certaine façon, très contents d'eux et très fiers, en préparant un numéro spécial sur Kant, de constater qu'une revue française est capable, au milieu de ruines sanglantes, de s'intéresser à Kant. Alors dans cette entreprise, il y a comme toujours des points épineux, des conflits entre les deux hommes, mais quel qu'il puisse être, c'est toujours la revue qui rétablit l'amitié un peu bousculée par les susceptibilités variées ou les conflits qui peuvent surgir dans la rédaction de cette revue, mais c'est quand même elle qui maintient entre les deux hommes une amitié tout à fait inaltérable. Je vais maintenant abandonner l'intérêt pourtant immense de cette correspondance pour les historiens et au fond l'évocation des dizaines de thèses que la correspondance pourrait inspirer, pour revenir à mon choix initial. Ce qu'il avait déterminé, je le rappelle, c'est une sympathie instinctive pour le coup de foudre juvénile, pour l'audace, pour l'impertinence, et sur ce point, je n'ai pas été
déçu. Ce que j'ai lu m'a confirmé dans mon choix, parce qu'avant même que la revue ait un semblant de commencement d'existence, les deux amis en parlent comme d'une contrée enchantée, où les contraintes de l'espace et du temps auraient disparu. Ils écrivent, enfin je ne sais plus lequel écrit, c'est Elie Alevi qui écrit ça. Quand nous nous écrivons, nous vivons en dehors de l'espace, dans la région encore tout idéale, où la revue de métaphysique et de morale doit être et n'est pas encore. Donc, cette utopie, qui est répétée tout au long de la correspondance, est de restaurer la philosophie dans sa grandeur, dans sa beauté. Ce qui veut dire, un tel objectif suppose évidemment un diagnostic pessimiste sur ce qu'elle est devenue entre-temps, la philosophie, puisqu'il s'agit de la restaurer. Alors, à leurs yeux, la philosophie est en mauvaise passe pour plusieurs raisons. D'abord, elle est devenue un ensemble de savoirs fragmentaires, spécialisés. Des savoirs isolés qui insultent à ce qui pour eux est la majestueuse unité de la philosophie. Donc ça, c'est un premier énorme grief. Elle est en train de se spécialiser, de se fragmenter, par exemple en psychologie d'un côté, en sociologie de l'autre, en histoire des sciences, pour une troisième branche possible. Et par ailleurs, elle est en train de céder à deux tentations, l'une et l'autre absolument damnables. La première tentation est celle de la philosophie positiviste. Pourquoi cette méfiance à l'égard de la philosophie positiviste? C'est que c'est la méfiance qu'ils ont héritée du reste de Renouvier, le grand philosophe de la République, méfiance pour l'idée centrale du positivisme qui est celle de la nécessité historique, celle qui impose à l'humanité de parcourir de façon nécessaire des étapes de l'état primitif à l'état scientifique, mais avec ce corollaire obligé que chaque époque, au fond, possède exactement le type de savoir dont elle est susceptible, dont elle est capable. Ce qui, bien entendu, manifeste une immense méfiance pour la liberté de penser. La liberté, pour les positivistes, c'est cette faculté critique qu'on appelle à la rescousse quand il s'agit de démolir un régime vermoulu, un régime qui va s'éteindre. Donc la liberté donne un petit coup d'aide à cette entreprise de démolition, mais une fois que le régime vermoulu a cédé la place à un régime plus positif ou plus scientifique, la liberté est priée de repartir en coulisses et de ne plus exister. C'est une idée qui est absolument insupportable à ces deux jeunes héros qui se voient tous les deux et qui sont de reste des croisés de la liberté. Donc, première tentation contre laquelle ils veulent fonder leur propre revue. Et puis la deuxième tentation, probablement plus inquiétante encore, c'est le renouveau, c'est le retour du religieux, c'est le renouveau du mysticisme et de l'irrationnel. C'est la grande tentation de l'époque, avec la conversion exemplaire de Huysmans, avec aussi l'œuvre naissante de Claudel. Donc, depuis le début, la revue qu'ils vénèrent est pensée comme ayant des adversaires dûment étiquetés, dûment reconnaissables. Premier adversaire, Ribot, qui a la revue concurrente, la revue de philosophie, donc, qui d'ailleurs voit les jeunes gens arriver avec une grande perplexité, et les philosophes à la mode, de l'autre côté. Quels sont ces philosophes à la mode? Durkheim, philosophe spécialisé s'il en est, sociologue, et chez qui il redoute l'explication mécaniste du social. Et puis de l'autre côté, plus redoutable encore, Bergson,
en train de devenir une vedette internationale et chez qui il repère une tendance au mysticisme et quelques entorses ici et là à la rationalité. Alors au début de cette aventure, les oppositions s'expriment avec une grande véhémence. Il faut être enragé, se disent-ils l'un à l'autre, et Élie Halévy dit à Xavier Léon, enragé, écris cela en grosses lettres sur ton bureau et ne l'oublie jamais. Donc, une sorte presque d'engagement guerrier, et d'autre part, beaucoup d'impertinence. Par exemple, la jeune revue se propose d'abriter l'entreprise d'un vocabulaire de la philosophie nouveau, que du reste, un de leurs amis finira par écrire, le vocabulaire de Lalande, qui est d'un usage canonique pour tous les gens qui font des études de philosophie. Mais il se trouve qu'il y a un dictionnaire à ce moment-là qui est en préparation, et donc ça fait une petite angoisse pour eux, une petite perplexité, il y a déjà ça. Est-ce que vraiment on peut refaire un vocabulaire? Et puis ils se rassurent, les gens qui écrivent ce dictionnaire de philosophie en 80 ans. Alors il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre et de prendre patience. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'impertinence qui accompagne ces propos. Et puis l'audace juvénile leur fait aussi décider que la revue devra accueillir pas seulement les vérités éternelles, mais les affaires de la cité. Il faudra ouvrir la revue aux grands problèmes de l'heure, au fond dans la tradition des Lumières, si bien qu'il faudra parler de l'impôt sur le revenu, du colonialisme, de la dépopulation, de la différence juridique dans le traitement des sexes. Aucune question brûlante ne doit être écartée des colonnes de la revue dans la conviction, qui est déjà celle de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire du rôle pédagogique de l'intellectuel dans la cité. Une préoccupation qui tempère, me semble-t-il quand même, le pamphlet de Nizan sur les chiens de garde. Ils ont été beaucoup moins étrangers que ce que dit Nizan aux préoccupations du jour. Cela dit, la lecture de la correspondance de Xavier Léon, parce qu'il est secrétaire de la rédaction, et c'est donc à lui que revient la tâche mélancolique de confronter le rêve à la réalité. La correspondance nous montre une entreprise qui est, dans sa massivité un peu monotone, une recherche permanente du compromis. Les enragés doivent bien, à un certain moment, non seulement accepter, mais presque solliciter le compromis. Et donc, on les voit sans cesse solliciter des articles, les solliciter auprès des vedettes, que pourtant ils redoutent, courtiser parfois ceux qui sont capables de les écrire, réécrire des articles faibles, en ménageant l'amour-propre des rédacteurs, et puis naviguer entre des exigences tout à fait contradictoires. Par exemple, une des astuces des jeunes fondateurs a été de se réserver une partie anonyme de la revue qui est le compte-rendu des livres à paraître, des livres qui paraissent. Et donc, évidemment, c'est la possibilité d'être, d'avoir un ton un peu vif sur ces livres nouveaux, puisque ça se fait dans l'anonymat. Mais c'est souvent une précaution pas tout à fait suffisante. Par exemple, quand un grand philosophe de l'époque, une sommité incontestée, Frédéric Roux, qui est l'auteur d'un essai sur les fondements métaphysiques de la morale, essai qui leur a quand même inspiré le titre de la revue, et un homme qui se présente comme le protecteur de l'entreprise, lit ses comptes rendus, il manque de s'étrangler. Et il écrit à Xavier Léon qu'il faut modérer le zèle d'Élie Halévy qu'il a cru reconnaître, et qu'il a reconnu en fait, dans l'éreintement d'un livre d'un certain Tamin, qui est philosophe à la faculté des lettres de Lyon, et
qu'il a jugé, Frédéric Roux a jugé l'article d'une incroyable légèreté. Si bien que Xavier Léon prend sa plume, il répond à Roux avec une grande fermeté, comme vous allez voir. La revue, lui dit-il, est anticléricale, on ne s'en cache pas. Il ajoute, ceux qui veulent des articles favorables aux catholiques doivent aller les chercher ailleurs. Et la revue, se réserve d'accueillir des catholiques, fréquentables, comme Delbos ou Blondel, qui sont sans doute des adversaires, mais avec qui on peut nouer un dialogue fécond et courtois. Mais pas ta main, justement, pas l'homme de Lyon, parce que lui est un détestable esprit, un catholique à l'eau de rose, au demeurant fort peu philosophe. Et d'ajouter ce conseil à Roux, qu'on peut juger passablement impertinent, puisque Roux est une sommité. Mais soyez catholique. Votre tendresse pour eux est peu philosophique. Une fois cette lettre faite, Xavier Léon l'envoie à Roux, mais envoie aussi à Élie Halévy la lettre de Roux, sa réponse à Roux, et en même temps une admonestation à l'égard de son ami. Ta nature rébarbative déteste les formules polies, la politesse pourtant est une vertu philosophique. Alors cet incident que je prélève au milieu d'une centaine d'autres emblématise au fond la difficile position du directeur de revue entre ses ennemis et ses amis. Avec les ennemis, il faut faire preuve de circonspection. Il faut éviter l'arrogance, il faut éviter l'irrévérence, et puis il faut témoigner d'un esprit d'équité, comme le fait du reste Xavier Léon lors de la soutenance de thèse de Durkheim à laquelle il assiste, et qu'il déclare dans un compte-rendu remarquable et remarquablement défendu. Et ainsi de Bergson, dont Xavier Léon sait bien qu'il n'est pas l'homme, qui n'est pas leur homme, qui n'est pas de la paroisse, si j'ose dire, mais comment la revue peut-elle se passer de celui qui est en train de devenir une vedette internationale de la philosophie. Donc, le directeur de revue prend conscience qu'il est qu'une revue honorable, qu'une revue qui est digne d'estime, doit être une revue qui accueille la pluralité. Et du reste, il sait très bien que la revue de Renouvier, qu'ils admiraient, la critique philosophique, est morte de son étroitesse, est morte du fait d'être écrite par très peu de gens, et essentiellement par Renouvier et son ami. Donc, la pluralité porte forcément en elle le défaut d'unité, et le directeur s'attire du même coup la mauvaise humeur des proches, des conjurés de la première heure, au premier plan desquels, par exemple, Alain, qui est celui qui exprime le plus violemment sa déconvenue et qui écrit à Léon, qui s'est assuré la collaboration de Delbos, philosophe catholique. Je mange sans entrain la salade conciliatrice dont Delbos est le légume. Donc, que le purisme théorique ne conduise en définitive qu'à une satisfaction narcissique, et qu'on doive oublier ce purisme dans les nécessités de l'action, c'est probablement la découverte que réserve toute action collective ou toute rédaction collective. Et en faisant connaissance à travers mes lectures de l'abnégation de Xavier Léon, j'ai eu une pensée pour Pierre Nora ou pour Jean-Claude Casanova, deux de mes amis qui sont directeurs de revue, et dont désormais je crois mieux mesurer les tourments et les vertus. J'abandonne maintenant la revue de métaphysique et de morale pour revenir au cœur du cœur, c'est-à-dire au portrait des deux amis, parce que je voudrais compléter le coup de foudre intellectuel pour une entreprise comme la revue par le coup de foudre de l'amitié. L'un et l'autre, vous l'avez compris, venaient d'un milieu de bourgeoisie juive hautement assimilé et cultivé. Du côté de Xavier Léon, le grand-père, par exemple, était un hygiéniste, une personnalité médicale très connue
du Second Empire, par ailleurs un ami de Littré et l'Auguste Comte. Du côté à Lévis, le grand-père était un homme de lettres, un peu polyvalent, un traducteur d'œuvres de l'Antiquité et lui aussi lié au milieu saint-simonien plus positiviste. Quant au père d'Élie Halévy, Ludovic Halévy, lié au monde politique parce qu'il est il est rédacteur à l'Assemblée nationale, il est aussi, comme vous savez, lié au monde des théâtres, puisqu'il est le librettiste des musiques d'Offenbach. Et cet Élie Halévy est encore lié au milieu protestant, puisqu'il a épousé Louise Breguet, la fille d'une dynastie d'horlogers savants. Donc, il s'agit pour les deux jeunes gens d'un monde qui est très peu crispé sur la judaïté, même si leurs adversaires les épinglent immédiatement comme tels. Leur concurrent de la revue philosophique, Ribot, dit tout de suite, on m'a parlé d'une revue qui est l'œuvre de jeunes gens juifs, riches et très métaphysiciens. Riches, ils le sont assurément. Par exemple, Xavier Léon laissera à son ami Brunswick le souvenir inoubliable de quelqu'un qui vient assister au cours ici même, en phaéton, et qui redonne élégamment les rênes à son cocher quand il met le pied devant la cour de la Sorbonne. Aucun des deux n'a vraiment à se préoccuper de gagner sa vie, ni d'aller s'enterrer dans un lointain trou de province. Xavier pourra consacrer sa vie et ses deniers à la chère revue de métaphysique et de morale, et Élie voyageait beaucoup avant d'entrer quand même à la fin à l'école des sciences politiques. L'éclosion de cette amitié a un lieu, le lycée Condorcet, resté pour eux tout au long de la vie un haut lieu. Ils n'ont cessé de nourrir leur amitié en rappelant leurs exploits communs dans le lycée de leur jeunesse. Ils exultent en rappelant leur réussite collective, en rivalité avec l'autre lycée Louis le Grand. L'année 1885, où ils ont triomphé de Louis le Grand, est celle où Condorcet a raflé tous les prix du concours général. Xavier Léon, cette année-là, a remporté le premier prix de physique, Brunswick le premier prix de version grecque, leur ami Couturat le premier prix de philosophie, qu'Élie Halévy remportera l'année suivante. Donc le patriotisme de Condorcet, le patriotisme de Clocher, a été un des ingrédients de cette amitié. Et comme la famille Halévy accueille le jeune Léon comme un troisième fils, les échanges de la rue du Havre se prolongent l'été à Dieppe, dans une commune passion pour la marche à pied, ça vient plutôt d'Élie Halévy, la randonnée, et la photographie, ça vient plutôt de Xavier Léon. Et dans l'évocation de ces souvenirs communs, il faut faire une place particulière à leur professeur de philosophie, Alphonse Darlu, que Proust, lui aussi élève de Condorcet, a décrit dans Jean Santeuil sous le nom de Bellier. Je crois que rien n'est plus éloquent pour comprendre l'ascendant de ce professeur de philosophie que l'admiration témoignée par Proust. Parce que le Darlu de Proust est un rouquin lunetteux, le nez dans son foulard, avec un accent du sud-ouest à couper au couteau, mal habillé, pas vraiment apte à entrer dans un salon, et pas apte non plus à émerveiller une jeunesse plutôt branchée et plutôt mondaine. Et Proust, cependant, écrit qu'il y avait chez Darlu quelque chose de saisissant et de doux que n'auraient pas eu les manières d'un prince. Il a su écarter ses préjugés mondains et capter ce que Xavier Léon développera plus tard dans la notice nécrologique du bon maître. Peu de maîtres ont eu, autant que M. Darlu, la vertu d'embraser la vie entière. Notons ce portrait d'éveilleur des vocations
et notons aussi la capacité de susciter l'identification. Tu es, écrira plus tard Léon Brunswick à Xavier Léon, tu es un Condorcet de la classe Darlu, ce qui suffit apparemment comme carte d'identité. Un Condorcet de la classe Darlu. Et Brunswick développe, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un usage raisonnable de sa raison. Donc même si c'est au cours d'une promenade au bois de Boulogne que surgit l'idée de la future revue, sans doute il faut reconnaître derrière la paternité de Darlu, de l'influence de Darlu, et j'ai déjà dit que c'est l'influence modératrice, que c'est derrière l'influence modératrice de Darlu que la revue s'abrite par gros temps, comme c'est le cas dans l'affaire Dreyfus. Donc les éléments étaient réunis pour une amitié à l'antique entre les deux garçons, tous deux du reste grands lecteurs de Platon, et on pourrait décrire toute cette traversée comme un long dialogue au bord de l'Ilissos, et un dialogue capable de traverser l'existence entière. Et ce qui est peut-être le plus intéressant dans cette amitié indestructible est la dissemblance des deux amis. Dissemblance extraordinaire. Tous deux, bien sûr, sont des élèves brillants, mais des deux, Xavier est le plus habité par le doute sur lui-même et même par l'angoisse sur lui-même. Dès l'origine, Xavier a institué Élie, qui pourtant est de 2 ans son cadet, comme son mentor. C'est lui qu'il consulte en premier lieu, toujours. C'est à lui qu'il soumet ses textes. C'est avec les corrections d'Élie qu'il amende ses propres écrits. Dans, au fond, l'évidence pour lui d'une supériorité intellectuelle de l'ami. Il y a à l'évidence une faille chez Xavier Léon qui se manifeste au cours de la vie, d'abord par le renoncement à se présenter au concours de la Rudule, parce que, dit-il, il n'est pas assez préparé. Et puis, deuxième faille, quand admissible à l'agrégation de philosophie, il bronche devant l'oral. Il n'y va pas, à la grande déception et même à l'indignation de son ami qui lui dit tu restes couché sur l'herbe avant d'en recueillir les lauriers. Mais probablement cette faille explique la vie d'éminence grise que Xavier Léon va se faire comme directeur de la revue, un peu à l'imitation du maître Darlu, qui lui aussi jouissait d'une immense influence sans jamais paraître au premier rang, ni même laisser des écrits très significatifs. Darlu est surtout l'auteur d'un nombre infini de discours de distribution des prix. Mais ce n'est pas ce qu'on considère habituellement leader. Mais de son côté, Halévy avait aussi sa faille. Lui, en revanche, a toutes les herbes de la Saint-Jean, de la réussite universitaire, normale, l'agrégation. Mais il refuse 2 fois d'être candidat à la Sorbonne, en dépit de Xavier Léon, qui fait une campagne ardente pour l'intérêt de son ami, qui simplement lui signale que ce n'est pas son intérêt à lui. Et rebelote un peu plus tard, lorsque se présente la possibilité pour Élie Halévy d'entrer au Collège de France. Xavier Léon se met en campagne, anime tous ces réseaux qui sont tout à fait influents, et en pure perte, Élie Halévy refuse. Et il dit à Léon, je suis désolé, je sais tout le mal que tu te donnes, mais que veux-tu? Je suis un être amphibie, je suis double. De fait, il y a chez Halévy une sorte de fond aristocratique qui lui fait redouter d'être pris dans l'engrenage social. En même temps, il est, comme son ami Alain, un ennemi des honneurs, déteste les honneurs, qu'il voit comme une servitude, et plus que tout, il est préoccupé de préserver son travail personnel, sa vie privée,
son goût pour la campagne, pour les randonnées, et la vie avec ceux qu'il aime, ce qui est pour lui une définition suffisante, comme peut-être pour nous tous, je ne sais pas, du bonheur. En tout cas, le désir d'une existence un peu cachée, vouée au plaisir de l'intelligence, mais avec le désir, pourquoi il est amphibie, mais avec le désir tout aussi vif de voir les autres s'engager dans un combat qu'il juge nécessaire. Et c'est pourquoi il n'arrête pas d'éperonner Xavier et Léon. Mais quand Xavier Léon lui écrit en lui disant qu'il est absurde d'être aussi modeste qu'il l'est en refusant la Sorbonne, le Collège de France, Halévy répond avec beaucoup de lucidité: ma modestie est réelle sans doute, mais l'égoïsme y tient une bonne place. Que de tracas on évite quand on reste dans la coulisse. Ce qui est amusant dans la recension de ce qui sépare les deux personnalités, c'est au fond de voir à quel point leur discordance a engendré des trajectoires inattendues. Le plus effacé des deux, le plus timide, Xavier Léon, est celui qui se constitue grâce à la revue, qui lui donne une connaissance hors pair de la géographie universitaire, des postes vacants, de ceux à pourvoir, de qui pourrait être déplacé de Lorient à Grenoble, que sais-je, connaissance absolument parfaite du milieu. Par cette connaissance parfaite, il se constitue un extraordinaire réseau académique et même mondain. Il est au fond un inspecteur général de la philosophie, qui n'a pas le titre, mais qui opère clandestinement de façon souvent beaucoup plus efficace. Et puis, il invite libéralement chez lui les jeunes professeurs de philosophie qui ont raconté les uns et les autres, avec quel émerveillement, à peine débarqués du train, ils accouraient rue des Mathurins chez Xavier Léon pour retrouver, dans la pénombre de son bureau et sous le portrait de Fichte, Fichte était le philosophe préféré de Xavier Léon, qui a écrit un gros livre sur Fichte et son temps. Donc, sous le portrait de Fichte, il retrouvait le sourire du maître de maison. Il y a un texte de Gabriel Marcel, où Gabriel Marcel célèbre la capacité extraordinaire d'accueil de Xavier Léon. Et il y a aussi un texte de Martial Guéroux qui a raconté avec gratitude ses entretiens de la rue des Mathurins. La conversation commençait affable et paisible, sans savoir si elle se terminerait jamais, allant de la philosophie aux philosophes, des livres parus aux livres en projet. Là confluaient toutes les nouvelles, toutes les idées. Là était le centre vital du monde philosophique. Là, nous avons vu Bergson s'entretenir pour la première fois avec Einstein et s'enfermer avec lui pour discuter des heures. Cette convivialité va s'institutionnaliser lors d'un déjeuner dominical, rue des Mathurins, où Gabriel Léon ouvre avec civilité ses salons et sa salle à manger, et où se presse à la fois le premier cercle de Condorcet, les anciens de Condorcet, avec l'incontournable Darlu, qui régale les assistants de ces brillantes improvisations philosophiques. C'est un homme d'oral, puisque décrit Darlu, mais où on croise aussi les grandes figures de la philosophie, Bergson, Durkheim, les grandes figures du monde scientifique, Poincaré, Perrin, grandes figures de la pédagogie, comme Ferdinand Buisson, et comme la maîtresse de maison est une cousine de Darius Milhaud, on y fait aussi de la musique, si bien que la rue des Mathurins est une sorte de clone républicain de la sociabilité des Lumières, et il y a quelque chose de paradoxal dans les destins croisés des deux copains, parce que c'est celui qui était en marge de la vie universitaire qui a fait de cette marge
une centralité, et c'est celui qui avait tout pour se tenir au centre de la vie universitaire, Élie Halévy, qui a volontairement constitué ce centre en marginalité volontaire, protectrice de sa liberté et de ses travaux. Le plus étonnant pourtant dans toute cette histoire est la manière dont l'amitié a survécu à ces discordances et que rien n'ait pu altérer la confiance réciproque. Cette amitié a dû subir notamment l'épreuve de la vérité, parce qu'aucun d'eux ne cache à l'autre ce qu'il pense des productions de l'ami. Tu es un imbécile, dit Élie Halévy à Xavier Léon, ton dernier article est tout à fait détestable. Quant à Xavier, après avoir reçu un article d'Élie sur Platon, dans lequel perçait une impertinence juvénile, inadaptée, Xavier Léon garde le silence, mais l'autre s'inquiète et écrit. Oh, ça n'est pas qu'il tienne beaucoup à son article, et ça n'est pas non plus que cet article lui plaise, mais ce qui lui déplaît, c'est le silence de Xavier. Quand Élie gourmande Léon, en lui recommandant « Sors aussi peu que possible de ton cabinet de travail », injonction qui du reste est assez comique venant de celui qui n'aimait que le grand air et les promenades, « Sors aussi peu que possible de ton cabinet de travail », Léon répond en soulignant la désertion de l'autre, son élégant pas de côté, ce que, du reste, Halévy reconnaît immédiatement. Et chacun des deux s'emploie, après ces escarmouches, parfois trop brutales, à consoler l'autre. Par exemple, quand Xavier Léon, en pleine guerre, crée l'œuvre des pupilles de l'école publique pour aider les orphelins, ce qui, entre nous, ajoute encore un bémol à la rage de Paul Nizan, puisque là aussi il y a quand même une préoccupation du concret. Quand Xavier Léon donc crée cette œuvre des pupilles de l'école publique, il est en proie aux attaques et au sarcasme de la Croix, le journal catholique, et il s'en désole. Et Élie Halévy le rappelle au calme, à sa manière salubre et ironique à la fois. Que veux-tu que je te dise? Il n'y a pas là une parole diffamatoire. Ils disent que tu es juif et que ton œuvre est anticléricale. Tout cela, c'est la pure vérité. Et je dirais que la fin mélancolique de toute cette histoire montre assez que cette confiance réciproque était tout à fait bien placée. Parce que quand Xavier Léon est atteint d'une épouvantable sclérose en plaques qui le prive de ses moyens, quelque temps avant sa mort en 1935, c'est Élie Halévy qui n'accepte pas que son ami se sente exclu de l'œuvre à laquelle il s'est identifié toute sa vie, et c'est lui de plus en plus qui, malgré ses réticences, assume pour toutes les tâches de la revue, qui leur sacrifie ses propres travaux et sa liberté. Il cherche en vain un successeur, il n'y parvient pas, et il écrit peu avant sa propre mort, qui survient 2 ans après, et en constatant son propre état d'épuisement, vraiment, l'an dernier, j'en ai trop fait. Où on comprend, je crois, que les désaccords et les susceptibilités engendrées par l'entreprise ont toujours été tenus à un niveau subordonné et n'ont pas atteint la foi qu'ils avaient juré à Condorcet. Une fois encore, c'est la revue idéale qui a veillé sur cette amitié, et la correspondance si répétitive et parfois si professionnellement monotone de Xavier Léon, dans les soucis que lui donne la revue, est parfois trouée de brusques déclarations d'amitié, de soupirs, comme nous sommes loin les uns des autres. Et il arrive aussi que cette amitié trouve son expression, je crois, miraculeuse, dans une lettre, par exemple, d'Élie Halévy, écrite à Cambridge
en mars 1898. Il est 11 heures. Je rentre chez moi. Je parcours encore une fois le dernier numéro de la revue et je t'écris, dans la plénitude de ma joie, en songeant à l'œuvre que nous avons, que tu as réalisée. Nous réussissons, après 5 années révolues, à faire accepter du public un volume de 150 pages, où toutes les questions sont traitées à un point de vue philosophique et qui sont tous bons. Et il continue sur un mode aussi exalté que lors de la naissance de la revue. Nous aurons fait ce qui n'avait jamais été fait en France, de mémoire d'hommes civilisés, que dans la France de 1900, on peut faire renaître la philosophie grecque. Je crois qu'il y a 2 choses qui frappent dans ce texte. D'abord, la touche de volupté intellectuelle qui est introduite par la plénitude de la joie, qui transforme le travail de l'esprit en délectation pure. Et ensuite, le partage de l'amitié, c'est ton œuvre, c'est notre œuvre. Au terme de cette promenade hasardeuse et de cette mésaventure, je me persuade que les bibliothèques, si vastes soient-elles, nous ramènent toujours à nos goûts profonds. J'ai toujours eu de la curiosité pour la manière dont les vocations s'éveillent, et mon intérêt, apparemment récent, mais en réalité très ancien, pour George Eliot, vient de ce qu'elle traite sur le mode romanesque, un grand thème de l'humanisme démocratique. Comment s'orienter dans la vie pour être soi-même, comment réaliser ce qu'on a en soi de potentialité. Et c'est cette vie vouée qui illustre les 2 héros, comment l'idée née dans une balade au bois de Boulogne a-t-elle fini par organiser 2 vies. Comment ont-ils fait pour subir victorieusement l'épreuve décisive de tous les attachements humains, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour, c'est-à-dire l'épreuve de la durée. La sympathie de principe qui me les avait fait choisir s'est transformée, en les fréquentant un peu plus, en amitié d'esprit. C'était ma conclusion. Mais, si je n'abuse pas, j'aimerais ajouter un codicile sur une présence cachée dans ces correspondances exclusivement masculines, presque exclusivement masculines. C'est la présence des femmes. Car mes 2 héros, ou les 2 amis, entre autres vertus, ou entre autres chances, comme vous voudrez, ont eu celle de bien choisir leur femme. Et on a parfois décrit ces femmes, comme Gabrielle Léon, qui préside aux déjeuners dominicaux rue des Mathurins, comme surtout aptes à faire passer les petits fours. Mais rien n'est plus faux, et la correspondance de ci, de là laisse entrevoir tout à fait autre chose. Et d'abord, un texte tout à fait étonnant, celui où Xavier Léon, dans une lettre à Élie et Florence à Lévy, fait le portrait de la mère d'Élie, que Xavier appelle familièrement Tante Louise. J'ai eu le très rare bonheur de connaître dans ma vie, au cours de mon adolescence, une femme qui m'a pour toujours préservé des femmes. Je laisse de côté le commentaire qu'on pourrait faire sur cette phrase. Pendant de longues années, je n'ai eu d'autre règle de conduite que d'être digne de son estime. Elle a été pour moi, longtemps avant que la philosophie m'ait appris à réfléchir, la lumière de ma conscience. À elle et à Monsieur Darlu, je dois tout ce que je puis valoir. Vous avez, n'est-ce pas, deviné son nom, c'est notre chère Tante Louise. Dans ces familles, on se montrait très féministe. À cette Louise Breguet, sa mère donc, Élie, après avoir écrit un article sur le protestantisme, et en l'absence de sa propre femme, Florence, demandait de relire son texte d'un triple point de vue, en protestante, ce qu'elle était, en catholique, ce qu'elle n'était pas, en libre penseuse, ce
ce qu'elle était probablement surtout, et de lui livrer, au terme de ces 3 lectures, ses réflexions et ses recommandations de correction. De son côté, non pas d'ailleurs de son côté, du même côté, quand Xavier Léon avait un moment de blues, de découragement, ce qui lui arrive assez souvent, Élie lui écrivait: si ton énergie a besoin de l'énergie des autres, demande de l'énergie à ta femme, en qui j'ai confiance. Et cette Gabrielle, en effet, continuera, après la mort de Xavier, et avec l'aide d'Élie, à s'occuper de la revue, et assez efficacement pour qu'Élie lui écrive: vous voyez bien, et vous agissez vite. Si je pouvais trouver un philosophe de 20 ans, mon cadet, qui ait vos qualités de jugement et d'action, avec quelle joie je le prierais de me relever à la revue. Et après la mort d'Élie, cette fois, c'est Florence, sa femme à son tour, qui fera vivre l'œuvre d'Élie et qui rédigera, par exemple, le récit de leur voyage commun en Russie. Vous savez qu'un des grands livres d'Élie à Lévy, absolument prémonitoire, s'appelle L'ère des tyrannies et décrit le totalitarisme en gésine dans l'Europe de cette époque. Et donc, ils avaient fait un voyage en Russie, mais qui était resté à l'état de notes ou de brouillon, et c'est Florence qui refait ce récit. Donc, j'ai l'impression que ce fait que chacun est doublé, chacun de son côté, pour sa propre part, et doublé son amour de tête pour la revue de métaphysique et de morale par un autre amour, lui aussi durable, avec des femmes assez intelligentes pour n'être pas jalouses de la rivale, c'est-à-dire de la revue, c'est une des surprises heureuses, quoique furtive, que m'a réservée cette correspondance. Et peut-être, après tout, y avait-il, contrairement à ce que j'ai dit pour commencer, un coquillage rare, enfoui, peu connu, à extraire de cet océan, en quoi je n'ai peut-être pas, je l'espère, été trop infidèle à la consigne de Sylvie Goudepart.